Le vieux saloon se trouvait juste au-delà du grillage de la base avancée de Hawthorne. Ses planchers en bois craquaient sous le poids des bottes poussiéreuses et du vent du désert. Des enseignes au néon de bière clignotaient contre les fenêtres tachées de sable, projetant une lumière inégale sur la salle bondée où les marines et les soldats se détendaient après une autre journée torride. Les rires déferlaient par vagues, les chopes s'entrechoquaient, et le jukebox bourdonnait doucement sous le bruit ambiant. Dans le coin le plus éloigné, loin de l'énergie bruyante, était assise Riley Carter. Un simple jean, une chemise grise. 32 ans, avec une posture stable et la respiration tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin d'attention. Elle ne buvait que de l'eau, ses yeux dérivant entre les sorties plutôt que les visages. Un groupe de marines remarqua son immobilité. Le sergent Blake Harland, aux larges épaules et bruyants, poussa ses amis du coude avant de se diriger vers elle d'un pas arrogant. Il se moqua d'elle parce qu'elle était assise seule, l'appela un poids mort, puis tenta de lui offrir une boisson qu'elle ne voulait pas. Lorsqu'elle refusa calmement, il poussa son épaule assez fort pour que tout le saloon se taise. Riley ne broncha pas. Elle regarda simplement l'endroit exact où il avait touché, puis leva les yeux vers lui, froid, illisible. Quelque chose de dangereux traversa son expression avant de s'estomper comme si cela n'avait jamais existé. Elle déposa de l'argent sur le comptoir pour son nom intact et sortit sans un mot. Des chuchotements la suivirent jusqu'à la porte. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces véritables récits de courage. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous aujourd'hui. Riley Carter vivait la plupart de ses jours sans être remarquée, et c'était exactement comme elle le préférait. 32 ans, portant la même chemise grise ordinaire et le même jean délavé presque tous les jours, elle se déplaçait dans la base avancée de Hawthorne avec la présence discrète de quelqu'un qui se fondait dans les murs. Sur le papier, elle n'était rien de plus qu'une employée civile de la logistique, équivalent GS10, assignée à la tâche aboutissante du suivi des inventaires. Son rôle se situait si bas dans la chaîne d'importance que même les documents décrivant son travail semblaient ennuyés. Son apparence correspondait au poste. Pas léger, voix calme, pas de bijoux, pas d'éclat. Rien en elle ne laissait présager le combat ou l'intensité. Elle portait une petite pile de formulaires sous son bras, les yeux baissés, la bouche neutre. Si quelqu'un la heurtait dans un couloir, il la remarquait à peine. Si elle entrait dans une salle de briefing, les officiers parlaient par-dessus elle comme si elle faisait partie du mobilier. À la cafétéria, les tables se remplissaient autour d'elle sans que personne ne choisisse le siège à côté du sien. Les gens ne la détestaient pas. Ils ne la voyaient simplement pas digne d'être remarquée. Mais de petits signes suggéraient quelque chose de différent sous la surface. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, ses yeux balayaient automatiquement les sorties avant de choisir un siège. Dans les couloirs bondés, elle gardait sa main droite libre, ne la laissant jamais se coincer entre les corps ou l'équipement. Elle écoutait la cadence des bottes avant de tourner la tête, identifiant qui approchait bien avant qu'il ne la rejoigne. Et une fois, lorsqu'un conducteur de chariot élévateur laissa tomber une lourde caisse avec un fracas tonitruant, tout le monde autour d'elle sursauta sauf Riley. Sa réaction vint en premier. Un léger tressaillement et un changement d'équilibre, comme quelqu'un conditionné à s'attendre à des explosions. Si quelqu'un avait prêté attention, peut-être l'aurait-il remarqué. Mais personne ne le faisait, surtout pas le sergent Blake Harland. Harland était le marine qui l'avait poussé dans le saloon la veille. 30 ans, compétitif à l'extrême, grand, des muscles durent tendant contre ses manches retroussées. Sa réputation sur la base était un étrange mélange. Respecté pour sa force, toléré pour son ego, et discrètement évité lorsque son humeur changeait. Il marchait comme s'il possédait le terrain. Et ses deux amis les plus proches, le caporal Daniel Watts et le soldat de première classe Ethan Price, le suivaient avec la loyauté de jeunes marines qui admiraient la voix la plus forte de la pièce. Ils avaient ri de l'humiliation de Riley. Pour eux, c'était un moment oubliable dans un endroit plein d'humour brut et de gens plus coriaces. Le lendemain matin, ce moment devint une affaire officielle. Harland et Riley furent tous deux convoqués au bureau du lieutenant-colonel Mason High. High était un homme aux larges épaules dans la cinquantaine, le visage sculpté par le soleil, le vent et des années de commandement. Son uniforme était impeccable. Sa voix était du gravier, et il n'appréciait pas les perturbations, surtout celles impliquant des civils dont il se souvenait à peine d'avoir autorisé la présence. Harland s'avança le premier, net et confiant, donnant une version à moitié vraie de la soirée. Il dit qu'il essayait d'être amical, que Riley avait mal interprété ses paroles, qu'il avait fait un geste trop proche et qu'elle avait surréagi. Sa façon de parler donnait l'impression qu'il était puni pour avoir offert une bière à quelqu'un. Riley ne l'interrompit pas. Elle resta immobile, les documents sous le bras,
le visage illisible. Lorsque Hay se tourna vers elle, son ton portait de l'irritation, pas de la curiosité. Il ne demanda pas ce qui s'était vraiment passé. Il lui fit simplement la leçon sur la compréhension de la culture marine, sur le fait de ne pas escalader les incidents mineurs et sur la connaissance de sa place sur une base sous stress de combat. Sa déception était dirigée vers elle, pas vers le marine qui avait commencé le problème. Elle répondit doucement « Oui, monsieur. » Compris. Hay donna à Harland 72 heures de restriction à la base, une tape sur le poignet qui ne signifiait rien. Puis il les renvoya tous les deux. Riley partit sans expression, mais dans l'esprit de Hay, une pensée persista. Les employés civils créaient toujours des maux de tête administratifs. Il espérait ne plus avoir à la revoir. Elle sortit du quartier général et retourna au petit bureau exigu qui lui était assigné dans le bureau de logistique. Un ordinateur cabossé était posé à côté de piles de manifestes d'expédition et de rapports de carburant. Pour quiconque regardait, il semblait qu'elle se replongeait dans le suivi de la chaîne d'approvisionnement, mais ses yeux ne scannaient pas les chiffres comme le ferait un employé. Son regard bondissait entre les anomalies, les incohérences de timing du fret, les doublons dans les journaux d'équipement, les demandes d'accès aux générateurs en pleine nuit. Elle ne suivait pas les fournitures. Elle suivait des schémas que personne d'autre ne remarquait. Des schémas connectés à quelque chose que personne d'autre ne soupçonnait. Sa véritable mission vivait dans les espaces entre ces lignes, se déployant tranquillement pendant que le reste de la base continuait à la traiter comme du décor. Et elle le préférait ainsi. Les 3 jours suivants s'étirèrent longs et chauds sur la base avancée de Hawthorne. Le genre de jour où l'air avait un goût de poussière et de métal. Pour la plupart des gens, la vie s'installait dans son rythme habituel. Pour Riley Carter, les bords de ce rythme semblaient plus tranchants qu'avant. Dans la file du mess, les marines passaient devant elle sans même regarder en arrière. L'un d'eux, un caporal maigre au sourire en coin, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et ricana. Il se tourna vers son copain et dit juste assez fort pour être entendu. « Attention, mec, c'est la fille du saloon. Elle pourrait te dénoncer pour avoir respiré trop fort. » La table derrière eux éclata de rire. Les plateaux claquèrent, les cuillères tapèrent, les épaules tremblèrent. Riley se tenait avec son plateau équilibré dans les 2 mains, le visage calme, les yeux quelque part bien au-delà d'eux. Elle recula d'un demi-pas, laissant la file se refermer autour d'elle comme si rien ne s'était passé. Lorsqu'elle atteignit finalement le comptoir, le serveur lui lança un regard d'excuse qui ne s'engagea pas vraiment à donner. Elle hocha la tête une fois, prit sa nourriture et se dirigea vers une table d'angle près d'un mur. Comme d'habitude, personne ne la rejoignit. Les conversations tourbillonnaient dans la salle, pleines d'histoires de patrouille, de chaleur et de mauvais café. Son coin resta silencieux. À l'extérieur, dans les espaces ouverts entre les bâtiments, le surnom persista. Les marines qui passaient hochaient la tête vers Harland puis inclinaient leur tête vers Riley alors qu'elle traversait la cour avec une pile de dossiers. Voilà la fille du saloon, marmonna l'un. Mec, je l'ai à peine touchée. Elle aurait volé, dit un autre, mimant un trébuchement exagéré. Chaque fois, les rires commençaient forts et faciles. Mais chaque fois, lorsque Riley ne réagissait pas, il s'estompait plus vite. Les blagues meurent rapidement quand elles ne font pas mouche. Le fait était qu'elle ne refusait pas de réagir pour être forte. Elle refusait de réagir parce qu'elle avait d'autres choses en tête. Elle continuait à bouger, toujours avec ce même but tranquille. Elle se glissait entre les parcs de véhicules et les entrepôts portant des presse-papiers qui semblaient contenir des listes de contrôle pour les pneus et les fûts de carburant. Personne ne l'arrêtait. Personne ne questionnait ses itinéraires. Un employé de logistique appartenait partout et nulle part à la fois. Ici et là, des fragments de conversation attirèrent son attention. Près du hangar de communication, 2 soldats penchés sur une caisse de radio, feuilletant des piles de rechange. « Je te dis que le compte est encore faux », dit l'un, tapotant le manifeste. « On a signé pour 60, mais j'en compte 52. » Ce n'est pas la poussière. C'est du matériel manquant. Son partenaire haussa les épaules. L'approvisionnement a probablement mal compté ou quelqu'un les a vérifiés 2 fois et a oublié les documents. Riley passa sans tourner la tête, mais son esprit nota le chiffre. 8 batteries manquantes. Elle l'ajouta à un puzzle croissant qui ne s'assemblait pas encore. Plus tard, derrière l'une des fermes de carburant, elle entendit un sergent réprimander un caporal. « Comment on perd des fûts de carburant » cria-t-il. « Ces choses ne font pas pousser des jambes. » Le caporal insista que les journaux étaient propres, que l'équipe de nuit avait tout vérifié, que rien n'avait de sens. Riley s'arrêta juste assez longtemps pour regarder les étiquettes des fûts, mémorisant les numéros de série,
puis continua. Pour quiconque regardait, elle s'assurait simplement que les étiquettes d'inventaire n'avaient pas décollé. Pour elle, chaque pièce manquante signifiait que quelque chose de plus grand se déplaçait sous la surface. Le deuxième après-midi, elle se dirigea vers le parc de véhicules avec une liasse de formulaires serrée sous son bras. Les moteurs grondaient, les clés anglaises claquaient, et l'odeur d'huile flottait épaisse dans l'air. Les marines se déplaçaient autour des UMV et des camions blindés, les chemises assombries par la sueur. Le sergent Blake Harland la repéra en premier. Il s'appuyait contre le côté d'un véhicule, essuyant ses mains avec un chiffon, parlant facilement avec le caporal Daniel Watts et le soldat de première classe Ethan Price. Lorsqu'il vit Riley, son sourire se courba d'une manière qui disait qu'il attendait ce moment. « Eh bien, regardez qui a survécu au Far West » cria-t-il, sa voix portant par-dessus le bruit. « Je pensais que tu aurais pu te briser en deux de cette petite tape dans le saloon. » Riley s'arrêta à quelques pas, gardant ses distances du groupe de marines. Elle ajusta le presse-papier dans sa main, les yeux calmes. « Je vais bien, sergent, » dit-elle. « Je suis juste ici pour les mises à jour des journaux de véhicules. » Harland s'éloigna du véhicule et referma la distance entre eux, s'arrêtant juste dans son espace personnel. « Tu vas bien » répéta-t-il, son ton amusé. « Tu vois, c'est ce que j'aime chez toi, Carter. Une peau épaisse pour un travail de bureau. » Watts ricana. Price changea de position maladroitement, pris entre la loyauté et l'inconfort. Harland continua, cherchant quelque chose de plus. « Dis-moi, tu as perdu le sommeil à cause de cette petite conversation avec le colonel, ou tu as l'habitude de mettre les gens dans le pétrin et de t'en sortir proprement? » Les yeux de Riley rencontrèrent les siens. Il n'y avait pas de colère, pas de peur, juste une immobilité qui ne correspondait pas à la situation. « Je n'ai mis personne dans le pétrin. Sergent, » répondit-elle. « Vous vous êtes mis dans le pétrin, et la punition était légère. » Les rires autour d'eux s'arrêtèrent. Le silence insinua au bord du parc de véhicules, brisé seulement par le son distant d'un cric hydraulique. Il s'avança d'une fraction plus près, les yeux se plissant. « Fais attention, employé, » dit-il doucement. « Tu parles comme ça, les gens pourraient oublier que tu es la faible ici. » Riley ne recula pas. « Je ne suis pas confuse sur qui est qui, » répliqua-t-elle. Puis elle changea le presse-papier dans ses mains et ajouta « On a fini ici. Sergent, j'ai du travail. » Elle se retourna et passa devant lui, laissant sa réponse suspendue dans la chaleur. « Pour vous qui regardez ceci, laissez-moi vous poser une question. Qu'auriez-vous fait dans ce moment? Seriez-vous resté silencieux ou l'auriez-vous défendu? » Cette nuit-là, longtemps après que la majeure partie de la base eut sombré dans un sommeil épuisé, Riley marchait le long d'un étroit chemin de service derrière une rangée de générateurs. La lune peignait le béton en pâle et le bourdonnement de la machinerie vibrait à travers le sol. Elle s'arrêta près d'une remorque de générateurs restreinte, remarquant quelque chose de petit et d'incorrect. Des empreintes de pas. Elles étaient faibles, juste des impressions dans la poussière de béton, mais elles ne correspondaient pas à la semelle épaisse des bottes militaires. Ces empreintes étaient plus étroites, plus lisses, comme une chaussure plus légère conçue pour la vitesse, pas le poids. Le motif suggérait quelqu'un qui savait comment se déplacer sans attirer l'attention. Riley s'accroupit pour les étudier, les yeux traçant la direction. Les empreintes menaient de la porte latérale vers le générateur, puis revenaient en cercle, prudentes, délibérées. Un véhicule de patrouille était passé après, mais les empreintes restaient. Le lendemain, dans la baie de maintenance, elle entendit un mécanicien se plaindre à voix basse. Il se tenait avec sa tête à l'intérieur d'une unité de refroidissement ouverte, des outils suspendus à sa ceinture. « C'est insensé, » marmonna-t-il. Celui qui a ouvert ça la nuit dernière savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'est pas un simple soldat qui s'ennuie. C'est du travail professionnel. Son partenaire fronça les sourcils. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Certain » dit le mécanicien. Les boulons sont desserrés en séquence. Les panneaux retirés sans plier. Le câblage déplacé est remis en place comme s'il n'avait jamais été touché. Aucun de mes gars n'a fait ça. Riley ralentit ses pas juste assez pour absorber chaque mot. Puis elle continua, le visage neutre, le cerveau en course. De retour à son petit bureau, elle commença à écrire. Ses notes ne ressemblaient pas à des corrections d'inventaire régulières. En surface, elles énuméraient des numéros d'équipement, des emplacements et des heures, mais entre ces lignes familières se trouvaient de petits symboles codés qu'elle utilisait depuis des années. Un triangle ici, une barre oblique là, des points dans des positions spécifiques à côté des chiffres. Chaque marque signifiait quelque chose que seule elle comprenait. Signaler les anomalies, les schémas suspects,
les routes d'infiltration possibles. Elle écrivit rapidement mais soigneusement, les doigts stables, les yeux concentrés. Alors que le climatiseur du bureau cliquetait au-dessus d'elle, elle connecta les pertes de carburant à l'accès au générateur. Les pénuries de batteries radiales au scan de portes enregistrées à des heures impaires. Seule dans cette pièce exiguë, le puzzle qu'elle avait tranquillement construit commença à prendre forme. Elle était si concentrée qu'elle n'entendit pas Harland entrer jusqu'à ce que son ombre tombe sur le bureau. « Eh bien, regarde ça !» dit-il, tendant la main avant qu'elle ne puisse réagir. Les employés et leurs lettres d'amour à la paperasse. Il arracha le presse-papier de ses mains, reculant pour qu'elle ne puisse pas l'attraper. Ses muscles se tendirent par habitude, puis se détendirent alors qu'elle se forçait à rester immobile. Harland scanna la première page, s'attendant à trouver l'ennui. Au lieu de cela, il trouva des schémas qu'il ne pouvait pas lire. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il, avec une incrédulité moqueuse. « Des numéros de flux de carburant, des étiquettes de générateurs, des comptes de batterie. Tu planifies une romance avec un réservoir diesel ?» Watts rit derrière lui. Price se tenait à l'écart, ne riant pas cette fois. Harland lut une ligne à voix haute sur un ton théâtral, ralentissant sur les symboles. Remorque 7, porte 2, 0200 heures, point, triangle. Waouh, tu as vraiment besoin d'un passe-temps. Carter. Les marques codées ne signifiaient rien pour lui. C'était le but. Riley se leva de sa chaise, mais ne bondit pas et ne supplia pas. Elle tendit simplement la main. « J'ai besoin de ça, sergent, » dit-elle calmement. « Ce sont mes notes de travail. » Il regarda du presse-papier à son visage, cherchant l'embarras. Il n'y en avait pas. Pas de rougeur, pas d'excuses confuses, pas de voix tremblante. Juste cette même tranquillité qui faisait paraître ses blagues mesquines. Les rires derrière lui faiblirent. Après un battement de cœur, il renifla et repoussa le presse-papier dans ses mains. « Amuse-toi bien, » dit-il, « mais ne mets personne dans le pétrin avec ton livre de coloriage. » Il s'éloigna, traînant le bruit avec lui, et le bureau se remplit lentement de sons habituels de frappe et d'appels téléphoniques étouffés. Riley se rassit, les doigts se refermant sur le presse-papier comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Elle lissa la page supérieure, vérifia que rien n'avait été barbouillé et continua à écrire là où elle s'était arrêtée. À l'extérieur, la base continuait sa routine. Les patrouilles se déplaçaient, les convois se formaient, le soleil brûlait sur le métal et le sable. La plupart des gens ressentaient une tension qu'ils ne pouvaient pas nommer, une oppression dans leur poitrine qu'ils attribuaient à la chaleur ou au rythme. Mais personne, pas même le sergent marine en colère ou le lieutenant-colonel endurci, ne connecta ce malaise à la femme tranquille au bureau de logistique, traçant le contour d'une menace qu'il refusait de voir. La chaleur s'adoucit légèrement au fil de la semaine, mais les mouvements de Riley Carter devinrent plus nets d'une manière que la plupart des gens ne comprenaient pas vraiment. Elle marchait dans les couloirs comme si elle le faisait depuis des années. Ses pas calmes, ses yeux déterminés. Pour le marine moyen, elle ressemblait à une employée essayant de son mieux de rester à l'écart. Mais pour quiconque regardait vraiment, de petits détails chuchotaient une histoire différente. Un après-midi tard, un jeune soldat nommé Monroe marchait dans un couloir presque vide lorsque Riley approcha de l'extrémité opposée. Juste avant d'atteindre la porte du bureau de logistique, elle s'arrêta. Pendant un moment, elle roula son épaule. Pas un étirement, pas un haussement d'épaule, mais le changement contrôlé et délibéré de quelqu'un se préparant à entrer dans un espace incertain. Monroe avait vu ce mouvement auparavant dans des vidéos d'entraînement, le genre que les instructeurs décrivaient comme une préparation au contact. Il cligna des yeux, incertain de ce qu'il avait réellement vu, puis se convainquit qu'elle avait juste mal à cause du transport de paperasse. Mais ensuite, il remarqua autre chose. Alors qu'elle levait la main pour ouvrir la porte, le poignet de sa manche grise glissa juste assez pour révéler une marque fanée sur son poignet. Un tatouage effacé, pas décoratif, pas artistique. Le genre de design simple et codé utilisé par certaines unités il y a des années. Monroe en aperçut un aperçu, arrêta de marcher et fronça les sourcils. Quand il regarda à nouveau, sa manche était retombée en place et elle était déjà à l'intérieur du bureau. Le moment passa, le laissant se demander si son esprit lui avait joué un tour. Le lendemain matin, un sergent-chef transportant un presse-papier du hangar d'approvisionnement vit Riley descendre du trottoir juste avant qu'un convoi ne roule à travers le chemin. C'était tôt, les moteurs grondaient, la poussière se soulevant derrière les camions blindés. La plupart des civils se figeaient ou jugeaient mal leur timing, presque en marchant dans le danger. Riley bougea avant que le premier camion ne tourne même au coin, déplaçant son poids hors du béton comme si elle avait appris le rythme des convois il y a des décennies.
Le sergent-chef haussa un sourcil. Aucun employé ne devrait bouger comme ça. Pas instinctivement, pas sans réfléchir. Riley ne regarda pas en arrière. Elle continua simplement à marcher. Plus tard dans la journée, elle marcha le long de la clôture du périmètre avec son presse-papier pressé contre sa poitrine. Le fil bourdonnait faiblement dans le vent sec alors qu'elle comptait les angles de caméra, mesurant les écarts entre les ombres des poteaux, notant les angles morts où les patrouilles ne regardaient jamais vraiment. Un caporal de la police militaire cria « Madame, tout va bien ?» Riley leva le presse-papier. « Étude logistique. Acheminement d'inventaire ?» dit-elle. Il hocha la tête, accepta et continua. Personne ne questionnait un employé de logistique auditant l'infrastructure, surtout pendant une semaine pleine d'inspections de paperasse. Pourtant, ses yeux traçaient la clôture avec la précision de quelqu'un cartographiant des routes, pas les comptant. De l'autre côté de la cour, le sergent Blake Harland la regardait depuis derrière un œvet, les bras croisés, la mâchoire serrée, l'irritation bouillonnant sous la sueur sur son front. Quelque chose dans son calme, ses mouvements stables, son absence totale de réaction le rongeait. Les employés étaient censés tressaillir, se plaindre ou demander de l'aide. Ils n'étaient pas censés marcher comme s'ils possédaient chaque coin aveugle de la base. Ils ne lui faisaient pas confiance. Ou peut-être n'aimaient-ils pas qu'ils ne la comprenaient pas. Riley ne le remarqua pas. Ou peut-être le fit-elle et choisit simplement de ne pas s'en soucier. Ce soir-là, lorsque le soleil plongea sous la crête et que les lumières bourdonnèrent, Riley se glissa derrière un conteneur d'approvisionnement et sortit un petit appareil. Noir, sans marque. Pas d'antenne, pas d'insigne. Il ressemblait à un téléphone jetable bon marché, mais ce n'était pas le cas. L'écran clignota une fois. 3 jours. Pas d'expéditeur, pas d'horodatage au-delà de cette seule phrase. Elle le lut une fois, son visage ne trahissant rien, puis appuya sur une séquence de boutons et effaça complètement l'appareil. Le message disparut sans trace. Elle le remit dans sa poche, sa posture se resserrant juste une fraction avant qu'elle ne sorte dans les lumières déclinantes de la base. Autour d'elle, les conversations roulaient comme un tonnerre lointain. 2 spécialistes des communications passèrent, chuchotant à propos d'attaques de sondage mais accrues sur les postes de contrôle extérieur. Un mécanicien mentionna une rumeur à propos de VIP entrant le week-end. Rien de confirmé, mais quelqu'un d'haut placé était attendu. À l'entrée de la cantine, un caporal marmonna à son ami. Le renseignement dit que quelque chose arrive. Il voit des schémas qu'il n'aime pas. La plupart des gens l'attribuaient au ragot de déploiement, le flot incessant de rumeurs qui maintenait le moral entre l'ennui et la peur. Mais une conversation attira fortement l'attention de Riley. Près du bunker de communication, 2 officiers se tenaient là, où ils pensaient que personne ne pouvait les entendre. L'un demanda calmement « L'atout est-il déjà là ?» L'autre hésita avant de répondre. S'il l'est, il est sous couverture profonde. Personne ne parle. Riley ne ralentit pas ses pas. Elle ne se retourna pas. Elle ne respira pas différemment. Elle continua simplement à marcher. Son expression aussi ordinaire et discrète qu'elle l'avait été depuis le jour de son arrivée. Son silence n'était pas de la timidité. C'était de la stratégie. Et Hawthorne Forbes n'avait aucune idée de la proximité de ses secrets d'être découverts ou de la proximité du danger maintenant. La mi-journée à Hawthorne Forbes donnait l'impression de se tenir à l'intérieur d'une fournaise. Le soleil pressait avec une chaleur impitoyable, transformant les métaux en surface brûlante au toucher et poussant même les marines chevronnées à l'ombre chaque fois qu'ils pouvaient voler un souffle. Riley Carter marchait sur l'étroit chemin à côté de l'entrepôt d'approvisionnement, presse-papier à la main, ses yeux dérivant sur des schémas que seule elle comprenait. La sueur traçait le bord de sa mâchoire, mais elle ne l'essuyait jamais. Elle avait appris il y a longtemps comment ignorer l'inconfort. À l'intérieur du parc de véhicules, le sergent Blake Harland aboyait des ordres alors que les moteurs rugissaient et que les marines roulaient des chariots à outils sur le trottoir miroitant. Le soldat Ethan Price lança un chiffon au caporal Daniel Watts et rit de quelque chose à moitié drôle seulement. Et pendant un moment, le monde semblait normal. Le tempo habituel, la chaleur habituelle, la routine habituelle. Puis les lumières s'éteignirent. Pas un scintillement. Une panne totale instantanée. Les moteurs octèrent. Les ventilateurs moururent. Le bourdonnement des générateurs s'effondra dans un lourd silence qui aspira le son de l'air. Watts leva les yeux. C'est quoi? Avant qu'il ne termine sa phrase, les générateurs de secours à travers la base s'étouffèrent et échouèrent également. Chacun mourant comme si ses fils avaient été coupés net. Riley arrêta de marcher. Ce n'était pas une défaillance. C'était du timing. La seconde suivante le prouva.
Des coups de feu éclatèrent du côté ouest de la base. Des rafales nettes et contrôlées, du genre tirées par des gens qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Une alarme distante tenta de prendre vie, bégaya et mourut. Les marines bondirent à l'action, sprintant vers les casiers, attrapant des fusils, criant pour obtenir des directives. Plus de coups de feu éclatèrent de l'est, puis de l'intérieur de la base. Riley ne tressaillit pas. Elle n'halta pas. Elle respira simplement une fois, lentement et régulièrement. C'était ça. Harland réagit vite. Crédit où le crédit est dû. Il se mit en mode combat, attrapant Watts et Price par leurs manches. Bougez. Équipez-vous jusqu'à la porte. Allons-y. Ils sprintèrent vers la cage de l'armurerie, les bottes martelant le béton. Quelque part au-delà d'eux, une explosion massive secoua le hub de communication, envoyant un panache de flammes au-dessus des toits. Les débris claquèrent sur les véhicules et les marines trébuchèrent alors que l'onde de choc frappait. Le hub de communication est détruit, cria quelqu'un. Ils ont fait sauter les répéteurs. Harland chargea un chargeur avec une vitesse tremblante, mais pas de panique. Adrénaline, colère, instinct. Price avec moi. Watts flanc gauche. Allons-y. Ils poussèrent vers la porte principale, maintenant engloutis dans la poussière et la fumée. Des cris traversèrent le chaos. Le son d'armes supprimées, des armes ennemies tirées d'angles impossibles. Riley ne rejoignit pas la foule fuyante cherchant abri. Elle se déplaça vers le calme, vers les angles morts, vers les zones de mise à mort qu'elle savait que les infiltrateurs utiliseraient. Ses pas étaient précis, le corps bas, la respiration contrôlée remplacée par quelque chose de plus calme que le calme. Plus près de la bibliothèque, un corps gisait partiellement caché derrière un chariot renversé. Un défenseur de la sécurité de l'Air Force à peine assez vieux pour se raser. Son fusil était encore attaché à lui, inutilisé. Riley s'agenouilla à côté de lui, ferma doucement ses yeux défaillants, puis glissa le M4 dessous lui avec un mouvement pratiqué. Elle vérifia le chargeur, arma la culasse et expira. La transformation commença. Disparu était l'employé tranquille marchant doucement derrière les marines. À sa place tenait une ombre se déplaçant avec la confiance fluide et silencieuse de quelqu'un qui avait vu de vraies batailles, loin de la sécurité d'une base avancée. Se déplaçant à travers le couloir de service derrière la bibliothèque, elle passa devant une fenêtre juste au moment où deux infiltrateurs passèrent au petit trot, déguisés en ouvriers de maintenance, des fusils cachés sous les vestes. Ils parlaient à voix basse et excitée, trop à l'aise pour des hommes qui auraient dû avoir peur. Riley pressa son épaule contre le mur, attendit qu'il tourne un coin, puis suivit à distance. Lorsque le premier ralentit, vérifiant sa montre, elle combla l'écart. Un coup net à l'arrière de son crâne. Ses jambes se dérobèrent avant que le deuxième infiltrateur ne puisse se retourner complètement. Elle saisit le M4 et tira un seul coup propre. L'homme tomba en arrière, les yeux écarquillés, la mâchoire relâchée. Pas d'hésitation, pas de mouvement gaspillé. Elle traîna les corps derrière une benne à ordures et essuya sa paume sur son jean, ne laissant aucune empreinte. Son visage resta sans expression. Pas de triomphe, pas de panique, juste la nécessité. Pendant ce temps, Harland et son escouade atteignirent la jonction près de la porte. Trop tard, un essaim de combattants ennemis passait déjà par une brèche dans le mur extérieur, ayant glissé devant les caméras maintenant hors ligne. Les marines les engagèrent, mais les attaquants n'étaient pas des amateurs. Ils les repoussaient en arrière, les blessant dans un piège en forme de L le long du séparateur en béton. Contact à gauche. Les balles déchirèrent l'air, craquant devant leur tête. Le soldat Price hurla alors qu'une balle déchira son épaule, l'envoyant tournoyer dans la poussière. Watts l'attrapa par le gilet et le traîna derrière une pile de sacs de sable. « Je te tiens, Price. Reste éveillé. » Harland riposta vers un toit distant, criant « Mitrailleuse, baissez-vous !» Une mitrailleuse lourde rugit d'en haut, coupant à travers la position de l'escouade. La poussière pulvérisée, le béton s'écailla, et chaque marine se pressa plus bas, pris au piège par l'angle. Harland tenta de changer de position, mais les balles cousaient le sol à quelques centimètres de son visage. Ils étaient coincés. Une autre minute et toute l'escouade serait déchiquetée. Il jura entre ses dents. On est exposé. Quelqu'un doit sortir cette arme. Mais personne ne pouvait. Chaque fois que quelqu'un se penchait pour tirer, l'arme du toit les forçait à se remettre à couvert. Puis tout changea. Riley Carter atteignit le sommet d'une échelle d'entrepôt de l'autre côté de la cour. Son corps se silhouettait contre le soleil. De son point de vue, elle vit les artilleurs du toit, 3 combattants ennemis opérant la mitrailleuse, concentrés entièrement sur l'escouade de Harland. Elle n'hésita pas.
Elle tira une grenade aveuglante du gilet du défenseur de l'Air Force qu'elle avait pris plus tôt. Elle tira la goupille, ferma les yeux une seconde avant la détonation, et la lança à travers l'écart. L'explosion craqua à l'air. L'artilleur chancela, aveugle et étourdi. Riley se leva en position de tir basse, les pieds plantés, le fusil stable. 3 coups. 1, 2, 3. Chacun trouva sa marque avec une précision chirurgicale. Le silence remplaça le rugissement de la mitrailleuse. En bas, Harland leva la tête avec précaution, ne croyant pas au calme soudain. La poussière flottait dans l'air comme de la cendre. Puis il vit une silhouette sur la ligne du toit. Petite, calme, fusil toujours abaissé dans ses mains. C'était elle, la fille du saloon. L'employé, Riley Carter. Pendant un moment, Harland ressentit quelque chose d'inhabituel. Un poids pressant sur sa poitrine. Pas de la peur. Du respect. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait, comment elle bougeait, comment elle tirait, comment elle apparaissait exactement là où elle était nécessaire. Tout ce qu'il savait, c'est que la femme qu'il avait poussée il y a quelques jours venait de sauver sa vie et celle de son escouade sans hésitation. Il cligna des yeux, essayant de donner un sens au monde qui se retournait. Riley ne resta pas assez longtemps pour la gratitude. Elle pivota, disparut du bord du toit et s'évanouit dans la fumée comme si elle n'avait jamais été là. Mais Harland savait mieux. Quelqu'un comme elle n'apparaissait pas par accident, et ne bougeait définitivement pas comme une employée. Le centre des opérations tactiques était censé être la structure la plus sûre de Haut-Sandford. Portes renforcées, accès contrôlé, gardes armés. Rien de tout cela n'importa lorsque l'électricité mourut et que les infiltrateurs se déplacèrent comme s'ils avaient répété l'aménagement pendant des mois. La fumée s'enroula à travers les fenêtres brisées. Les coups de feu résonnèrent contre les armoires métalliques. Le chaos avala la pièce qui contrôlait autrefois le rythme cardiaque de toute la base. Le lieutenant-colonel Mason High se retrouva poussé à genoux à côté de la table de commandement, les mains pressées sur le sol alors qu'un pistolet se coinçait contre le côté de sa tête. Le chef insurgé aboya des ordres en anglais avec un accent, exigeant des codes d'accès, des paquets de renseignements et un disque dur contenant des fichiers cryptés qu'il appelait les données Cresrel. High essaya de garder ses yeux devant lui, refusant d'abandonner quoi que ce soit, mais la peur griffait ses côtes. Son personnel calme gisait blessé. Au pire, ses marines étaient dispersées à travers la base, et l'homme tenant l'arme le savait. « Vous ouvrez le système » siffla le chef. « Ou vos hommes saignent à cause de votre fierté. » High serra la mâchoire. « Je ne le ferai pas. » Un coup métallique résonna au-dessus d'eux. Puis un autre. Le chef insurgé se figea, les yeux se plissant vers le panneau de conduit d'air. Il fit signe à 2 de ses combattants vers le son, armes levées. Ils n'atteignirent jamais la ventilation. Le panneau tomba silencieusement et une silhouette glissa vers le bas avec la grasse en poids de quelqu'un qui l'avait fait des dizaines de fois. Riley Carter toucha le sol dans une position accroupie contrôlée. Fusil incliné, yeux déjà verrouillé sur l'attaquant le plus proche. 3 coups, 3 corps tombants. La pièce se figea. Même High ne cligna pas au début. Il ne pouvait pas. Son cerveau refusait de connecter l'employé tranquille de la logistique avec les mouvements létaux et fluides se déployant devant lui. Le chef insurgé recula en trébuchant, choqué mais pas lent. Il leva son pistolet vers Riley, criant quelque chose de net et frénétique. Elle fut plus rapide. Elle intervint, tordit son poignet avec un coup plus précis qui cassa l'os, frappa son genou sur le côté et le poussa au sol avec un coup qui lui coupa le souffle. Il tendit la main vers un couteau. Elle coinça son bras avec sa botte et frappa un poing le long de son cou qui le fit taire instantanément. Vivant mais impuissant. Toute la confrontation dura peut-être 5 secondes. High fixa comme s'il venait de voir un fantôme se matérialiser de l'air. La poussière tourbillonnait autour d'elle, dérivant à travers la lumière tamisée. Elle balaya la pièce une fois, s'assura qu'il n'y avait pas d'autre menace, puis sangle le fusil derrière elle. « Monsieur, dit-elle calmement, respirant régulièrement, sécurisez votre périmètre. » High ne put parler. Il put seulement hocher la tête. À l'extérieur, le battement des pales de rotor devint plus fort, rapide, puissant, descendant avec détermination. 2 hélicoptères MH-6 Little Bird non marqués coupèrent à travers la fumée et la poussière alors qu'ils atterrissaient près du TOC. Des opérateurs vêtus de noir débarquèrent avec des pas disciplinés, armes basses mais prêtes, visages illisibles sous leur visière. Le commandant Reed Dalton s'avança, le seul sans masque. Du gris dans sa barbe, des yeux concentrés, une posture sculptée par des décennies de missions dont personne n'entendrait jamais parler. Il balaya la zone une fois,
puis marcha droit devant Haï, droit devant les marines se rassemblant dans la confusion, droit vers Riley. Il s'arrêta devant elle, la voix basse mais cristalline. « Bon travail, Shadow, dit-il. Le paquet est-il sécurisé ?» Les marines à l'extérieur du centre des opérations tactiques restèrent figés, leurs fusils abaissés, mais leurs yeux verrouillés sur la scène se déroulant devant eux. La fumée dériva devant leurs bottes. La poussière flottait dans l'air. Et au centre de tout, Riley Carter, l'employé tranquille qu'ils avaient moqué et écarté, se tenait calme et stable, le chef insurgé vaincu inconscient à ses pieds. Harland fut le premier à bouger. Il boitilla en avant lentement, une main pressée sur la coupure au-dessus de son sourcil, son uniforme déchiré et strié de saleté. L'arrogance qu'il portait partout où il allait à travers le parc de véhicules, dans la file du mess, à travers le saloon, s'était complètement drainé de lui. Chaque pas qu'il fit semblait peser plus que le précédent. Son escouade suivait quelques pas derrière. Watt soutenant un soldat Price pâle et tremblant, qui serrait son épaule bandée. Harland s'arrêta devant Riley. Pendant un moment, il ne dit rien. Il la regarda simplement, la regarda vraiment pour la première fois depuis la nuit où il avait poussé dans le saloon. Le souvenir le frappa durement. Les rires, le mépris, la poussée qu'il pensait le rendait puissant. Maintenant, se tenant ici face à face avec la femme qui avait sauvé sa vie 2 fois en une seule heure, la honte brûla plus profondément que n'importe quelle blessure. Il redressa sa posture endommagée du mieux qu'il put, la mâchoire se serrant. Puis il leva sa main lentement en salut. Pas le salut rapide et net qu'il donnait aux officiers sans réfléchir. Celui-ci était délibéré, lourd, un geste sculpté d'humilité et de respect, un aveu silencieux de combien il avait eu tort. Derrière lui, Watt avala difficilement et refléta le salut. Price, tremblant, leva sa main avec son bon bras. Un par un, chaque marine dans les environs, dispersée, meurtrie, épuisée, porta sa main à son front. Le son de la bataille s'estompa, remplacé par un calme qui semblait s'étendre sur toute la base. Riley ne rendit pas le salut. Elle n'en avait pas besoin. Elle donna seulement un petit hochement de tête, le genre qui exprimait le pardon et la finalité dans le même souffle. Les épaules de Harland s'assouplirent juste légèrement. C'était suffisant. Le lieutenant-colonel Mason Haï s'avança ensuite, son visage strié de sueur et de débris. Il venait de la voir démanteler une équipe d'élite à l'intérieur de son propre centre d'opération avec une précision qu'il pouvait à peine comprendre. Le poids de cet échec pesait lourd sur lui. Il l'avait tellement mal jugé, si confirme que l'embarras semblait presque physique. Lorsqu'il l'atteignit, il retira son casque, le tenant sous son bras. « Madame, commença-t-il, la voix se brisant. Je vous dois plus que je ne peux articuler. J'ai échoué à écouter. J'ai échoué à voir, et vous nous avez tous sauvés. » Riley rencontra ses yeux. Pas de colère, pas de fierté, juste une acceptation calme. Elle hocha la tête une fois. C'était suffisant pour faire baisser à Haï brièvement la tête, le geste d'un homme reconnaissant une vérité qui ne pouvait plus ignorer. Quelques pas plus loin, le commandant Reed Dalton s'approcha. Son équipe sécurisait déjà le périmètre, précipitant les marines vers des zones plus sûres, rassemblant des renseignements, balayant pour les traînards. Les hélicoptères tournaient au ralenti derrière eux, les rotors tranchant l'air avec un rythme lent et régulier. Dalton se tenait à côté de Riley, sa voix basse pour que seule elle puisse entendre. « Le renseignement du cache Cresrel, dit-il, il porte déjà ses fruits. Ce que vous avez tiré de cette salle de serveurs vient d'empêcher une attaque régionale à grande échelle. Des dizaines de convois, des centaines de vies, peut-être plus. » Riley ne sourit pas. Ses yeux s'abaissèrent légèrement, traitant l'information avec une résolution tranquille. Dalton continua. « Nous prendrons le prisonnier. Débriefing en transit. Vous avez fait ce que personne d'autre ici ne savait même qu'il fallait faire. » Elle jeta un coup d'œil en arrière vers la base, vers les marines reprenant leur souffle, les médecins soignant les blessés, le trottoir brûlé, la fumée s'élevant en masse traînées. Des militaires ordinaires pris dans un moment extraordinaire qu'ils ne comprendraient jamais pleinement. Dalton se tourna vers Haï, qui se raidit sous le regard calme du commandant. « Vous ne l'avez jamais vu, » dit Dalton, la voix plate et finale. Haï hocha la tête immédiatement. « Compris ?» Dalton regarda autour une fois, puis plaça une main sur l'épaule de Riley. « Il est temps de s'exiler. » L'équipe de niveau 1 se forma autour d'eux, guidant le chemin vers les hélicoptères en attente. Les marines s'écartèrent sans qu'on le leur dise, leurs yeux la suivant avec une révérence qui semblait plus profonde que le rang ou la réputation. Même ceux qui ne savaient pas ce qu'elle était vraiment comprenaient ce qu'elle avait fait.
Alors que Riley marchait vers le MI6, le poids de tout ce qu'elle avait porté silencieusement s'installa sur la base. La femme rejetée comme une nuisance. L'employé négligé. L'étrangère moquée dans le saloon. Celle que personne ne croyait importante. Elle avait été celle tenant la ligne dans les ombres tout ce temps. Et maintenant, alors que les rotors de l'hélicoptère commençaient à augmenter en intensité et que le vent balayait la cour battue, chaque marine qu'il avait sous-estimée restait immobile, humble et sans voix, regardant la guerrière tranquille qui n'avait jamais vraiment vu se préparer à disparaître à nouveau dans un monde qui ne pourrait jamais entrer. Le point culminant n'était pas bruyant. Il n'avait pas besoin de l'être. Le silence portait plus de pouvoir que les applaudissements ne pourraient jamais le faire. L'aube rampa lentement sur Osorn Phobe, lavant la base battue d'une lumière dorée pâle. La fumée dérivait encore du hub de communication, et les médecins se déplaçaient tranquillement parmi les marines blessées qui avaient finalement commencé à se calmer après le chaos de la nuit. Riley Carter marcha à travers les décombres avec des pas réguliers. Le M4 qu'elle avait pris de l'aviateur de l'Air Force tombé était bercé dans ses mains. Elle l'avait nettoyé minutieusement, remonté chaque goupille, essuyé chaque trace de poussière et de sang, poli le métal de la façon dont les soldats honorent les frères tombés. Lorsqu'elle atteignit un jeune sous-officier nerveux des forces de sécurité se tenant près d'une tente de triage, elle lui tendit le fusil. « Cela appartenait à l'un des vôtres, » dit-elle doucement. Le sous-officier regarda l'arme, puis elle. Il ne demanda pas comment elle l'avait utilisée. Il ne demanda pas où elle avait été. Il hocha simplement la tête, acceptant le fusil avec les deux mains comme s'il était sacré. Riley inclina la tête en retour et continua à marcher. Alors qu'elle se déplaçait à travers la base, les marines s'écartèrent sans qu'on ne leur dise. Certains se redressèrent instinctivement, d'autres s'arrêtèrent en pleine tâche, la suivant avec un respect tranquille et humble. Personne ne la salua. Ils ne savaient pas s'ils devaient le faire, mais chacun offrit un hochement de tête silencieux, une simple reconnaissance de guerrier à guerrier. La femme qu'ils avaient ignorée, la femme qu'ils avaient moquée, la femme qu'ils pensaient ne pas appartenir. Elle marcha à travers eux comme une ombre passant à travers la brume matinale, intouchée par l'ego ou le triomphe. Au bord extrême de la base se trouvait un vieux hangar de maintenance, faiblement éclairé par une seule ampoule jaune, se balançant lentement du plafond. Riley entra et s'assit sur une caisse renversée, pliant les mains sans serrer. Le gémissement des moteurs distants et les murmures doux des marines se réveillant s'estompèrent dans le fond. Elle attendit. Les minutes glissèrent, calme et mesuré jusqu'à ce que le commandant Reed Dalton passe la porte. Sa posture était aussi composée que jamais, mais ses yeux portaient quelque chose de plus doux, un rare soupçon de gratitude pour quelqu'un qui n'avait pas besoin qu'on le dise à voix haute. « L'extraction est prête ?» dit-il. Riley se leva. Pas de question, pas d'hésitation. Elle sangle un petit sac sur son épaule, ajusta la sangle du sac de fusil du défenseur qu'elle portait maintenant vide, et rencontra le regard de Dalton avec un seul hochement de tête. Ils sortirent du hangar juste au moment où les premiers rayons pleins de soleil éclatèrent à travers l'horizon du désert. Le vent balaya le long du sable, soulevant de petits grains en spirale derrière ses bottes. Les rotors de l'hélicoptère réchauffèrent l'air, envoyant des ondulations de lumière à travers le sol. Puis Riley Carter. Shadow marcha dans le soleil levant et disparut dans le monde où les noms disparaissent. Les missions ne sont jamais enregistrées, et les seuls applaudissements viennent du silence qu'elles laissent derrière. Et alors que la poussière se déposa, la voix du narrateur s'attarda sur la vérité que la base se souviendrait longtemps après qu'elle soit partie. Le courage se cache souvent derrière les visages les plus ordinaires. Le respect se gagne non par le rang, mais par le caractère. Et les guerriers les plus silencieux sont parfois ceux qui portent les batailles les plus lourdes pour que le reste d'entre nous puisse respirer librement. Certaines histoires ne font jamais les nouvelles. Certains héros ne portent jamais leur médaille en public. Et certains actes de courage se déroulent dans les ombres, accomplis par des gens que personne ne remarque jusqu'au moment où le monde a le plus besoin d'eux. Riley Carter était l'une de ces guerrières. Quelqu'un qui se déplaçait tranquillement, servait sans reconnaissance et protégeait les autres bien avant qu'ils ne réalisent qu'ils avaient besoin de protection. Sa force ne se trouvait pas dans les mots forts ou le rang visible, mais dans la conviction tranquille que faire la bonne chose ne nécessite pas d'applaudissements. La plupart des marines de Osorn Phobe ne connaîtraient jamais toute son histoire. Ils ne se souviendraient que d'une femme calme dans une chemise grise, du hochement de tête stable qu'elle leur donna à l'aube et du silence qu'elle laissa derrière alors qu'elle marchait dans le soleil levant. Et peut-être que dans ce souvenir, ils apprendraient à quoi ressemble la vraie humilité. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à Cohésion Interne pour plus d'histoires militaires et de vétérans. Ces histoires maintiennent le courage vivant pour les générations à venir.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Cohésion Interne pour ne manquer aucune de ces histoires inspirantes de courage et de dévouement. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces récits extraordinaires de femmes et d'hommes qui servent dans l'ombre. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications.